Bonsoir à vous, Monsieur Grandillon. Bonsoir Florian. Nous nous retrouvons donc pour un second entretien du mois de la revue Militante, toujours pour le mois d'octobre 2020 donc. Et pour cette fois-ci, nous traiterons d'actualité un peu pour changer, et puis parler de choses dont les gens entendent parler couramment ces derniers temps. Voilà, oui. Un élément qui retient mon attention, et dont on parlera en premier, donc ce discours de Macron sur le droit au blasphème, la liberté d'expression, l'attaque à Charlie Hebdo récente au couteau là qu'il y a eu, puisque c'est la réaction à ça qui a causé le discours, hein, et de ce que vous en pensez évidemment, avec les différentes réactions suscitées. Alors, ma première réaction est d'entendre définir la République comme étant le droit au blasphème est quelque chose qui me sidère. En soi. En soi. Parce que franchement, dire que donner le droit au blasphème ne signifie rien d'autre que de dire que l'on peut critiquer, insulter n'importe qui, n'importe comment, avec la bénédiction de la loi. Ça montre une chose, c'est que dans notre monde actuel, il n'y a plus de sacré. On a détruit le sacré, on a détruit tout aspect de transcendance, et ça montre une société finalement qui a perdu toute âme. Il y a quand même Manuel Valls qui disait que c'est la Shoah qui devait être sacralisée. Alors, justement, vous m'enlevez les mots de la bouche. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Toute société repose inévitablement sur un sacré. Même quand on le rejette. Ouais. Même quand on le rejette. Alors, ce qui est rejeté, il ne faut pas se tromper en France, le sacré qui est rejeté, la transcendance qui est rejetée, c'est celle du christianisme. Celle de l'islam l'est beaucoup moins, ne serait-ce que parce que les musulmans, à la différence des catholiques, se rebiffent et n'hésitent pas à la limite à faire des attentats. Et qu'en plus, le gouvernement, ayant peur des réactions des musulmans, il est pris d'exotisme aussi. Et pris d'exotisme, mais ça c'est aussi un des tropismes de la République. La République a toujours été philo-islamique. Oui, de tous les temps on a favorisé l'islam, puisque même sous la Troisième République, les pèlerinages à la Mecque des Algériens musulmans étaient financés par la République. Mais ça, c'est un tropisme d'éloge, puisque la République française, il ne faut pas se tromper, c'est la République maçonnique, ont toujours eu un tropisme musulman. Ouais, du monde oriental. Musulman. D'ailleurs, vous avez beaucoup de juges qui condamnent les gens pour incitation à la haine, ceci, à cela, parce qu'ils critiquent l'islam et autres. Alors, le droit au blasphème, c'est essentiellement un droit au blasphème chrétien. Vous pouvez dire, déverser des tombereaux d'injures sur le Christ, ce n'est pas grave, d'autant plus que même les chrétiens ne réagissent pas ou laissent faire. Donc pour eux, la liberté d'expression, c'est la liberté de s'en prendre à ce symbole. Par contre, il y a bien un sacré. Je l'ai dit, tout régime a un sacré, même un sacré totalement dévoyé, un faux sacré. Et le sacré qui existe et le sacré dans un pays, on le détecte comment? On le détecte par les lois qui protègent un certain nombre de pensées, de croyances, qui font que si vous les attaquez, vous êtes puni extrêmement sérieusement. Effectivement, le sacré, on ne l'attaque pas, car si on attaque le sacré, on met à bas les fondements de la société, et effectivement, il est tout à fait normal que l'on protège les fondements de la société. Donc là, vous pensez à la loi Guesso. Et justement, j'ai cherché à trouver où était le sacré dans notre société. Vous avez trouvé? Et j'ai regardé les lois mémorielles, à commencer par la loi Pleven, la loi Guesso, toutes ces lois, les lois antiracistes et autres, oui. Et notamment le refus de critiquer, l'interdiction de critiquer les 6 millions de juifs, le révisionnisme et toutes ces choses-là. Et je me suis dit, eh bien, le sacré, dans le régime où nous sommes aujourd'hui, est objectivement ce qui a trait à la Shoah, ce qui a trait au judaïsme politique et tout ce qui l'entoure. Parce qu'on peut nier le génocide vendéen, arménien, pourquoi pas. Arménien, il y a quand même eu une loi qui... Oui, c'est vrai, oui. Elle doit être plus légère, mais elle existe. Mais le génocide vendéen, l'ethnocide vendéen, le populicide vendéen, pour reprendre
les mots exacts, les formules exactes. Ça, il n'y a aucune loi qui le condamne. En un sens, on peut comprendre le régime, parce que c'est le régime qui se condamnerait lui-même. Oui, c'est vrai. Oui. C'est La 5e République qui condamnerait la première. La République actuelle correspond à un suicide de la France, mais la République elle-même, elle ne va quand même pas se suicider. Elle va attendre qu'on l'abatte ou qu'elle s'effondre d'elle-même. Alors donc aujourd'hui, effectivement, il existe un sacré. Le sacré, c'est surtout ne pas critiquer tout ce qui touche à la Shoah et tout ce qui touche au peuple juif et même maintenant au sionisme. Vous dites que Yad Vashem est la boussole. Oui, effectivement, il y a un article qui est paru dans Militant disant que Yad Vashem est la boussole de l'Europe occidentale, dans la mesure où les papes, depuis Jean-Paul II, n'ont jamais manqué d'aller se rendre visite, je ne dirais pas se prosterner, mais rendre visite à Yad Vashem, à ce musée de l'Holocauste, de la Shoah, que la plupart des hommes politiques européens ne manquent pas, avant d'être élus ou une fois élus, d'aller faire un détour par le Yad Vashem. Donc, y compris même dans les milieux dits nationalistes, les milieux dits d'extrême droite, ou même vous avez quelqu'un comme Salvini qui n'a pas manqué d'y aller. Et si Marine Le Pen n'y va pas, c'est parce qu'il n'est pas de bon ton, elle n'y est pas autorisée, mais seulement certaines personnes de son nom de famille. De son nom de famille, mais certaines personnes de son entourage. De son entourage, ils sont allés à sa place par procuration, pourrions-nous dire. Alors à propos de cette liberté d'expression, d'ailleurs, comment en faire l'éloge au moment où un auteur est emprisonné, j'ai nommé Hervé Ryssen. Là, effectivement, alors, c'est là que l'on voit qu'il y a effectivement un sacré, c'est qu'Hervé Ryssen a été emprisonné. Hervé Ryssen est coupable de quoi? Il est simplement coupable d'avoir écrit des livres qui, totalement référencés, expliquent ce qu'est le judaïsme politique. La manière dont il agit, la manière dont il intervient pour manipuler l'intelligentsia, les peuples européens. Qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Alors, on peut peut-être lui dire qu'il a employé certains mots, parfois peut-être plus durs qu'un autre ou autre, mais... Ils ont joué dessus, oui. Ils ont joué dessus, mais d'autres personnes qui vont critiquer le christianisme, j'en reviens au christianisme, qui vont critiquer notre civilisation. Vous avez des mouvements extra-européens qui vont, vivant en France, qui vont critiquer la France en disant pique-pendre des Blancs. Ils ne seront pas inquiétés. Vous avez par exemple, et d'ailleurs, la griffe qui a été créée par Bernard Antony et par Serge de Beketch, a lancé un nombre de procès pour défendre l'identité française. La plupart du temps, elle perd ses procès. Alors que la LICRA ou le CRIF ne manquent pas de les gagner. Donc, alors le fait que c'est pourtant c'est antiraciste, mais là dans un sens pro-blanc. Dans un sens pro-blanc, donc là c'est permis, si l'on peut dire. Ouais. Alors, dans le cas d'Hervé Ryssen, Hervé Ryssen, effectivement, c'est une sorte d'électron libre du mouvement nationaliste. J'ai été moi-même étonné de l'entendre se faire l'apologue d'Éric Zemmour. Mais bon, apparemment ça ne l'a pas sauvé des geôles républicaines. Mais il n'en reste pas moins que quelles que soient les remarques, les critiques que l'on puisse faire envers Hervé Ryssen, Hervé Ryssen est après des personnages comme Soral, comme Vincent Renoir, qui lui aussi a été embastillé. En 2006, oui. Une des victimes emblématiques des gardiens du sacré républicain actuel, du sacré shoatique actuel, tout simplement parce que, eh bien, il met à nu un certain nombre de choses que le grand public ne doit pas connaître. Et d'ailleurs, ils commencent à appeler ça le séparatisme. Voilà. D'où le soutien que toute personne patriote, nationaliste, tout français non renié doit apporter à Hervé Ryssen, ne serait-ce que moralement. Alors, vous me parlez de séparatisme. Oui, comme la loi Avia a échoué un peu, bon, ils essayent de la faire passer maintenant par l'Union européenne. Oui, la loi Avia, elle va revenir, oui, ils essayent de la faire revenir par l'Union européenne d'une autre manière, à travers
d'autres canaux, mais ça, nous y sommes habitués. Hein. Nous y sommes habitués. Le traité de Maastricht qui s'est transformé en traité de Lisbonne, ça. Ils sont très forts pour, quand vous les mettez dehors par la porte, ils trouvent le moyen d'entrer par la fenêtre d'une manière ou d'une autre, ou si vous fermez toutes les portes, les fenêtres, ils trouvent le moyen d'essayer de les faire détruire et de rentrer par le grenier. Alors vous me parlez de séparatisme. Alors le séparatisme, c'est un nouveau mot. En fait, le séparatisme est tout simplement le nom qu'on ne veut pas donner au communautarisme et au fait que la société française est en train de se fractionner sous l'effet du phénomène que constitue la présence de plusieurs communautés inassimilables les unes aux autres sur le sol français, à savoir le peuple français lui-même, qui est chez lui, qui est sur son territoire, et des populations allogènes, immigrées, qui, par leur nom, par leur culture d'origine, par leur absence de volonté, refusent ou ne peuvent s'assimiler à la culture et à la civilisation française. Là, selon eux, c'est même républicaine, au sens où il faut être bien dans leur clou pour être considéré non séparatiste. C'est contre les musulmans, mais ça peut s'appliquer entre guillemets à l'extrême droite, aux cathos intégristes, au machin. Alors le problème, c'est celui de la République. La République est un régime, certes, qui est installé en France, et qui ne correspond pas à l'âme fondamentale de la France. C'est un régime qui est fondé non pas sur la transcendance divine, sur, si l'on ne veut pas employer un terme religieux, sur l'ordre universel, sur un ordre qui dépasse l'homme et qui permet au monde de tourner, si l'on peut dire, mais qui est fondé sur l'homme lui-même et sur sa propre raison. Autrement dit, la République est quelque chose qui repose sur une immanence, sur une forme de matérialisme intellectuel, alors que le christianisme, mais et l'islam tout autant, le judaïsme aussi, et même les paganismes reposent sur une conception transcendante du monde. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il y a une conception d'un divin, c'est-à-dire d'un être créateur, d'une entité qui existe au-dessus. La République, ce n'est absolument pas ça, c'est-à-dire que ce sont des lois qui s'auto-justifient. Vous avez, donc aujourd'hui, vous avez Macron qui nous dit que les musulmans ont un projet séparatiste, qu'ils refusent d'intégrer les lois de la République. Alors, au risque de me répéter, comment peut-on, si l'on est musulman, que l'on croit à des lois qui ont été dictées par Dieu, se conformer à des lois qui ont été dictées par l'homme, en l'occurrence les lois républicaines qui sont votées, qui sont nées de la simple raison humaine. Il y a une opposition fondamentale. Il y a une opposition fondamentale, et on pourrait même dire que il y a une faiblesse congénitale de la loi dite républicaine par rapport à la loi musulmane, dans la mesure où il y en a une, c'est une fabrication de l'homme, et puis l'autre, c'est simplement, c'est un commandement divin. Et comment peut-on, pour un honnête homme, mais je peux dire la même chose pour un catholique, comment un catholique peut-il accepter des lois républicaines qui va à l'encontre de ce qu'il est, à l'encontre de ce qu'il est, qui détruisent le mariage, qui dénaturent le mariage, qui autorisent l'avortement. Là, il va être repoussé de 12 à 14 semaines. On en parlera un petit peu. On pourra en parler, effectivement. Qui s'oppose disons, à tout ce qui constitue les principes normaux d'existence du monde. À partir de là, vous avez Macron, n'importe qui, ou je ne sais qui, pourra tenir un discours sur la laïcité, sur les lois de la République, à n'en plus finir. Eh bien, il ne peut pas être écouté. Son discours ne tient pas. Ou alors, il ne tient que par la force de la police et par la force de l'armée. Jusqu'au jour où ce carcan, ce corset étatique s'effondrera lui-même, parce que c'est l'ensemble du réel, c'est-à-dire de la société, qui rejettera ce corps étranger, ce corps vicié, qui est une loi qui s'ancre hors du réel. Puis aussi, il prétend donc lutter contre l'islamisme en intégrant l'islam à la République, soit en le finançant, en le normalisant.
Donc ça serait un islam sous couple réglé, qu'est-ce que ça donne? Un islam sous coupe réglée, alors vous en avez un exemple, si l'on peut dire. Vous en avez un exemple en Russie. Mhm. Alors on vous dira, les musulmans russes ne rechignent pas, ne critiquent pas, ils se sentent russes. Oui, mais seulement la Russie s'est affirmée Orthodoxe. orthodoxe, et sans qu'aujourd'hui la religion orthodoxe soit la religion d'État, on sent très bien que le gouvernement russe aujourd'hui gouverne en accord et en union et en symbiose avec l'Église orthodoxe russe. Donc les musulmans de Russie savent qu'ils vivent dans un État chrétien et qu'ils sont obligés de l'accepter, ou alors si ça ne leur plaît pas, ils s'en vont. Et d'ailleurs... ça sent comme une mesure avec nous. Oui, voilà. Et d'ailleurs, il est assez étonnant de voir l'imam de la mosquée de Kazan qui a demandé il y a quelques années, le jour de la fête de Saint-Serge de Radonège, de prier pour l'âme de Saint-Serge de Radonège. Qui est un saint orthodoxe, celui qui a fondé, ce qu'on appelait dans le temps le monastère de Zagorsk, quelques kilomètres, 60 km au nord-est de Moscou. Nous, ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. La France, c'est la République universelle. En gros, on pourrait presque dire qu'elle s'est installée en France par hasard, mais finalement qu'elle est planétaire et que la France doit se fondre, se dissoudre dans l'ensemble du monde. Donc le discours de la loi républicaine est absolument inaudible. Alors face à cela, on a eu aussi le trépas de M. Pierre Sidos dernièrement, qui donc concerne plus la droite nationale et militante, mais avec un personnage quand même de référence, et que vous avez bien connu. Que j'ai très très bien connu, qui était un ami proche, que je voyais même très souvent, plusieurs fois par mois. Et à Pierre Sidos, je dois rendre hommage à un grand Français, à un Français exemplaire, quelqu'un qui a toujours été debout toute sa vie, qui a toujours défendu des convictions qui n'ont jamais varié de sa jeunesse jusqu'à son dernier jour. Un homme qui s'est toujours battu, quoi qu'il ait pu arriver pour lui, pour que la France traditionnelle, la France éternelle si l'on peut dire, puisse se maintenir et traverser l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, une époque dans laquelle il vivait mais à laquelle il n'adhérait absolument pas. En tout point, oui, ça. En tout point. Et même en trait de caractère, par humilité également, le fait qu'il traitait ses amis avec égalité. Pierre Sidos a toujours dit à l'œuvre française, je ne demande qu'une seule chose, c'est d'être le premier de tous les militants. Il n'a jamais revendiqué le titre de chef, il n'a jamais rien revendiqué, mais c'était un homme qui était effectivement très proche des gens, qui était très proche des militants, qui les recevait, qui discutait avec eux, et lorsqu'il prenait une décision, ce n'était pas une décision prise de manière autoritaire, mais c'était une décision tyrannique, une décision mûrement réfléchie, après avoir consulté des avis, après avoir écouté son entourage proche. Son entourage, oui. Son entourage proche, c'était quelqu'un. Alors, certains lui reprochent de ne pas s'être mis en avant, de ne pas avoir provoqué les changements de régime qu'il aurait fallu ou autre. Il faut dire que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, vu l'adversité qu'il y a face à nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est reconstituer une élite nationale consciente de la grandeur de notre civilisation, consciente de ses principes, et à partir de là, de ces cadres, parvenir à réensemencer la France et à créer ces éléments politiques qui permettront, le jour inévitable où les choses vont se produire, lorsque le chaos va s'installer dans ce pays qui finalement est gouverné contre les lois de l'ordre naturel, de reprendre en main nos concitoyens, de les convaincre et d'arriver à redonner à la France le gouvernement qui lui convient, un gouvernement dans la lignée de ces 2000 ans d'histoire et qui, il faut le dire, a simplement été interrompu par 200 ans d'errement idéologique. D'ailleurs, il y aura désormais un hommage chaque année aux alentours du mois de septembre, effectué par Jeune Nation. Oui, il y aura tous les ans
un hommage fait à Pierre Sidos. Et Pierre Sidos, on pourra dire qu'il a été jusqu'à la fin de ses jours providentiellement militant nationaliste. Il aura servi le nationalisme parce qu'il est mort un 4 septembre. Et le 4 septembre est quand même dans notre histoire un jour que nous n'aimons pas fêter, nous autres nationalistes, parce qu'il correspond à la proclamation de la Troisième République. Non pas parce que c'est la proclamation de la Troisième République, mais parce que ce coup d'État s'est produit alors que la France était à genoux après la défaite de Sedan face à l'Allemagne, et il s'est passé que les républicains qui déjà avaient refusé la réforme de l'armée française en 1868, c'est-à-dire la réforme Niel, qui était sortie comme une réforme croupion de l'armée, ont donné un coup de poignard dans le dos de la France en proclamant la République alors que l'armée française était battue. Donc maintenant, nous aurons au moins une raison de commémorer le 4 septembre. Ce sera la mort de Pierre Sidos, et je pourrais même dire qu'il y a une rue à Paris, la rue du 4 septembre, et la rue du 4 septembre mériterait de s'appeler la rue Pierre Sidos. C'était un décès donc symbolique. Il n'avait peut-être pas voulu vivre... Non. Et vous savez, lorsque vous agissez droitement dans votre vie, la Providence vous le rend bien, et je pense que là, il y a un signe de la Providence. Alors justement, l'avortement que vous avez mentionné, repoussé à 9 mois, et c'est de pousser de plus en plus. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il y avait un argument des pro-avortement, de dire que c'était juste un amas de cellules, le fœtus, et que donc au bout de quelques semaines, c'était pas bien grave. Cet argument, visiblement, ne servira plus à rien, puisqu'au bout de 9 mois... Oui, alors effectivement, on nous disait que c'était un amas de cellules, mais depuis une trentaine d'années au moins, sans ambiguïté, on sait que lorsqu'il y a la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, un être est créé, donc une dynamique de vie est mise en place, et qu'à partir de ce moment-là, toute destruction de cet embryon, né de cette fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, et la destruction d'un être, est un homicide. Est un homicide. Alors, un amas de cellules, non, mais ils sont dans leur logique. À partir du moment où vous considérez qu'un embryon est un amas de cellules, un fœtus est un amas de cellules, et même un homme est un amas de cellules. Oui. Et vous êtes tellement un amas de cellules que lorsque vous avez fini de produire et de servir, si l'on peut dire, le grand capital, eh bien, on vous euthanasiera à la fin de votre vie quand vous allez commencer à coûter trop cher. Comme dirait Jacques Attali. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, pousser l'avortement à 9 mois, non, là, on est en plein infanticide. On est en plein infanticide. Et rien que cela, ça délégitime complètement ce régime. Ça lui enlève tout droit à être respecté, à être écouté et à être obéi. Mais il y a de multiples raisons, mais celle-ci en est une dirimante de nos jours, au-delà de la légitimité du régime vis-à-vis de la France. La loi a pour objet la justice, le bien, et donc si elle n'a pas ça, si ça ne se constate pas, c'est assez illégitime comme mise en place. Voilà. Et d'autant plus qu'on souffre aujourd'hui, en termes de loi, on nous parle de loi, la loi positive. Positive, ça vient du latin ponere, c'est la loi qui est posée. Mais la loi, elle est posée sur des principes de justice. Le jus, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est équitable, c'est ce qui doit être. Quand on parle de Saint Joseph, on dit que c'était un homme juste. C'est-à-dire que c'était un homme qui agissait comme il fallait, au moment où il fallait, selon la situation. Bon, le juste, c'est ce qui doit être fait à un moment donné. Or, le droit aujourd'hui, de la même manière que la loi en général et le système de pensée républicain repose sur la simple raison humaine, le droit repose sur l'auto-justification de ce que l'homme veut bien en donner. Si demain on décide que rouler à 80 km/h est un défaut et qu'il faut rouler à 70, eh bien ça va devenir la loi. Demain, après à 50, à 40, à 30, on n'en finit pas. Au gré des passions. Oui. Voilà, si la loi, à la limite, si la loi le pouvait, décréter que demain le soleil doit se lever à 5 heures et non pas à 7 heures, bien ce serait le soleil qui serait puni parce qu'il n'obéit pas à la loi.
Sauf Mais, que, mais nous en, mais on en est là, oui. le principe de la loi positive aboutit à ce genre d'absurdité et d'extrémité. Ils pensent modifier intégralement l'ordre naturel qu'ils nient de toute façon. Voilà. Et qu'il nie. Avec les principes LGBT, je pense qu'on y est. D'ailleurs. Les principes LGBT, c'est tout simplement une négation de l'ordre naturel. À la base, oui. Et puis c'est bizarre, c'est cette haine de la vie au final. Hein, parce que... On pourrait penser que la haine de la vie est une pensée gnostique héritée des cathares, des bogomiles et même plus antérieurement des manichéistes. Oui, ça existait dans ces courants-là. Oui, puisque toute création est mauvaise, et l'abîme le monde. Donc, il faut en finir avec les hommes. Oui. Il faut en finir avec les hommes. Mais vous avez une fraction extrême de la mouvance dite écologiste qui prône... et qui grandit en ce moment. Qui prône le refus de l'enfant, qui boit de l'eau, qui consomme l'électricité en moyenne, ceci, ça, on connaît. Qui coupe des arbres. Alors moi, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on entend des écologistes pleurer sur le fait qu'on coupe un sapin, comme le maire écolo de Bordeaux, là, je ne sais même pas je veux même pas savoir son nom, il mérite pas d'être connu. Vous aurez pile. Et de l'autre côté, ces mêmes personnes vont accepter l'avortement à 9 mois et vous dire que c'est très bien. C'est ça, oui. Alors que nous avons également un problème démographique. Alors qu'en plus, nous avons un problème démographique. La politique nataliste en France est peut-être pas totalement détruite, mais elle a été fortement ruinée depuis une quarantaine d'années. Or, en France, il faut investir dans nos berceaux et non pas à travers l'immigration. Aujourd'hui, l'immigration, c'est quoi? C'est tout simplement le remplacement des Français, des Européens, des Blancs, à cause de l'avortement, à cause d'une absence de politique nataliste, par des étrangers, des gens inassimilables qui viennent chez nous alors que en général ils ne l'ont pas demandé, qui préféreraient nécessairement, je le pense pour la plupart d'entre eux, rester chez eux, qui viennent ici par nécessité. Autrement dit, c'est une politique de génocide ethnique des Français. Par le régime, organisé par le régime. Voilà ce à quoi on assiste. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une politique de génocide des Français. C'est une politique de génocide des Français, c'est une politique criminelle. J'avais vu un document de Mussolini qui le prévoyait dans les années 30 déjà, en disant que, même dans les écoles françaises, d'ailleurs c'était un chapitre entier était consacré à la France, c'était publié par l'Osservatore Romano à l'époque, l'organe du Vatican. Et de ce qu'il disait, on se disait, il s'inquiétait de ce sujet dans les années 30, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Et en plus, il avait donné de bons éléments, c'est vrai. Oui. Même les éléments intellectuels susceptibles de faire remonter le niveau d'un peuple et tout ça, faisaient moins d'enfants que le reste du peuple, donc ça, il le déplorait. Et puis en France, dans les campagnes, il y avait déjà des écoles qui étaient maintenues uniquement par des fils de Polonais, bien sûr. d'Italiens. Oui. Mais la grande cassure démographique en France est née de la Révolution française. Oui, ça a été un bain de sang. C'est René Sédillot qui René Sédillot a fait un travail de fond sur le sujet où il montre la grande cassure démographique française au moment de la Révolution. Le coût de la Révolution, le titre. Oui, le coût de la Révolution. C'est un coût économique, sanguin. Démographique et autres. C'est ça, voilà. La France, qui était la première nation en termes de population d'Europe en 1789, avec 27 millions d'habitants, n'en avait que 39 en 1940, alors qu'un pays comme l'Angleterre, qui en avait 7 à 8 millions en 1789, en avait 50 millions en 40, l'Allemagne, qui en avait 8 à 10 millions en 1789, en avait 70 millions en 1940. Ouais, on n'a pas pu se développer. Ce qui donne la mesure... Après, on a eu quand même encore une force, puisqu'il y a eu l'Empire napoléonien, et que lui-même aussi a coûté assez en sang, d'ailleurs. Mais l'Empire napoléonien, c'est la continuation de la Révolution. Oui, c'est un personnage qui est une synthèse de l'ancien et du nouveau monde, un peu. De l'ancien et du nouveau monde. Voilà. Avec tout ce que ça implique. Napoléon, on peut l'admirer en tant que personnage,
en tant que Chef homme de militaire, valeur, chef militaire, oui, avec l'énergie qu'il pouvait avoir ou autre. oui, ces maximes Mais sont assez intéressantes. Bon, après, il y a un bon, petit peu. quelqu'un qui a établi l'ordre après les désordres de 1789, mais c'est un homme quand même qui est un enfant de la Révolution. Et qui, même s'il a voulu mettre fin aux excès de la Révolution, rétablir la religion, parce qu'il disait, comme il disait lui-même, un curé vaut 10 gendarmes. Napoléon n'a pas enrayé la destruction de la France, Une destruction. de l'âme de la France, de la spiritualité française, de la composante spirituelle française qui est survenue en 1789. Alors, comme autre sujet, aussi l'hostilité qui est faite aux écoles hors contrat et à l'école à la maison. Là aussi, ça va dans le thème du séparatisme qu'on a évoqué, puisque il y a une sorte d'esprit néo-jacobin, on dirait, il faudrait que 100% des enfants aillent à l'école de la République et pas ailleurs. Alors le prétexte qui est pris, c'est le fait que de jeunes enfants musulmans n'iraient pas à l'école publique et seraient élevés dans des écoles coraniques, des sortes de madrasas. Réputé, jugé radical. Réputés, jugés radical, etc. Et qu'il faudra à tout prix les scolariser à l'école publique. Ça, c'est l'excuse utilisée. Oui. Ça, c'est l'excuse utilisée. Mais plus fondamentalement, on se rend compte que qui est attaqué, ce sont les familles chrétiennes. C'est le droit normal, le droit fondamental des parents à choisir l'éducation de leurs enfants qui est attaqué. Et ceux qui sont touchés au premier chef, ce sont évidemment les familles catholiques. Car je me doute bien que sauf à moins qu'ils trouvent des parades, et il y en a, je ne vais pas les donner ici, mais il y a des parades pour contourner cette obligation totalitaire. Mais les musulmans eux-mêmes trouveront le moyen de contourner en créant, disons, des succès d'année de madrasa d'une autre manière. Oui, après même ceux qui vont à l'école publique, quelquefois, surtout chez eux, il y a le discours à la maison et voilà. Le discours à l'école pour avoir les bonnes notes et sans le penser. Voilà. Alors je pense que... et puis il y a la tactique de la dissimulation, oui, la takia, la takia qui est extrêmement importante. Qui est extrêmement important. Donc ça joue. Mais donc, à mon avis, c'est lettre morte pour vouloir endiguer, comme ils le disent, le séparatisme, autrement dit le renforcement de l'islam en France, mais c'est surtout contre les catholiques. Qui ne pourront plus transmettre ce qu'ils ont à transmettre. Alors effectivement, c'est à eux de trouver le ressort en eux-mêmes, de créer des systèmes scolaires particuliers qui existent encore pour former leurs enfants. Mais à ceci près que bientôt, ce seront les écoles hors contrat qui vont elles-mêmes attaquer. Oui. C'est déjà dans le collimateur des loges. Oui, voilà. Ils jettent un œil dedans, voir... Le seul handicap, à mon avis, pour supprimer les écoles hors contrat, ce sont les écoles juives hors contrat. Comment toucher les écoles catholiques sans toucher les écoles juives hors contrat? Parce que là, ça serait l'antisémitisme. Et voilà, donc le problème, à moins que les écoles juives hors contrat aient le droit d'exister parce qu'il faut protéger les juifs contre l'antisémitisme. Vous savez, la dialectique républicaine, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Mais le fond de l'affaire est là. Mais toujours est-il que nous sommes là dans des mesures d'un totalitarisme que même les loges, à mon avis, n'avaient pas espéré voir appliquer de sitôt. Oui, ils accélèrent le processus. Et en plus, ce qui est dommage avec ce thème, c'est que ça n'intéresse pas énormément de gens sur les écoles, alors que c'est quand même l'éducation, l'instruction à venir. Et oui, voilà, il va y avoir les religieux ou alors des gens très conscients politiquement qui vont refuser pour préserver leur gosse. Mais une infime minorité. Ouais, une infime minorité parce qu'il y a une grande ambiguïté en France avec le catholicisme, c'est que le français est par définition catholique. Et il s'est retrouvé en 1871, et surtout après le départ de MacMahon, avec la présence d'un régime dirigé par des gens qui avaient des noms français, qui parlaient français, qui étaient imprégnés de pensée et de morale française, mais qui n'étaient plus au fond d'eux-mêmes catholiques, qui n'étaient plus au fond d'eux-mêmes chrétiens, même si parfois, même comme Jules Ferry, étaient des protestants. Et à partir de ce moment-là, il y a eu le fait que les gens se sont dit, bah oui,
ils attaquent le catholicisme, mais c'est le régime de la France, c'est le régime français. Non. Ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que le régime que nous avons aujourd'hui est un régime qui n'est pas français, mais c'est un régime anti-français, c'est un régime d'anti-France. Or, la plupart des gens continuent à penser que le gouvernement de la France est le gouvernement légitime de la France. Non, c'est peut-être le gouvernement légal du territoire français, mais ce n'est pas le gouvernement légitime de la France dans la mesure où il ne développe pas la puissance du pays et il ne développe pas la grandeur de la France. Au contraire, il l'affaiblit. La légitimité, ça s'explique dans la durée. La durée, un régime qui, depuis 1789, a connu au moins 17 coups d'État ou constitutions différentes, ne s'ancre pas dans la durée. Et du point de vue du service du pays, on ne peut pas dire que le régime sert l'intérêt de la France. Au contraire, la France ne cesse de se déclasser. Elle était la première puissance du monde il y a 2 siècles. Maintenant, elle est la 4e ou la 5e et elle ne cesse de régresser. On a parlé tout à l'heure de la démographie, qui, elle aussi, la place dans une position de plus en plus difficile. Donc, les catholiques devraient eux-mêmes comprendre que le régime actuel n'est pas le régime dont la France a besoin. Et il y a eu aussi cette fameuse politique du ralliement qui a créé un aspect, disons une ambiguïté, qui fait que les Français se sont ralliés à la République, au régime républicain, et ils en ont tellement été récompensés que peu après l'encyclique du ralliement rédigée par Léon XIII, il y a eu peu de temps après la loi sur les congrégations qui ont chassé toutes les congrégations religieuses de France, et puis le petit père Combes qui a mené une politique anticléricale assez extraordinaire, poussant les officiers maçonniques incapables à la tête de l'armée et en chassant les meilleurs, les éléments catholiques. L'affaire des fiches. L'affaire des fiches. 1904. 1904, et puis en plus la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui elle, est une loi clairement anticatholique. Donc il faut que les catholiques prennent conscience de cela. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne pense pas qu'on en soit sorti d'aussitôt, alors que Clémenceau disait lui-même que si on disait aux catholiques de venir sur une place publique d'une ville à midi pour être fusillés, ils arriveraient à midi moins le quart pour être sur des traleurs. Malheureusement, il y en a beaucoup trop comme ça encore aujourd'hui. Et bon, un catholique, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui passe son temps à se repentir ou à tendre la joue gauche quand il a reçu une gifle sur la joue droite. Il se dresse, il se bat, comme l'ont fait des gens comme Godefroy de Bouillon, comme l'ont fait des hommes comme Monseigneur Mayol de Lupé, qui n'a pas hésité à être un aumônier dans le combat contre le bolchevisme. Exact. Un sujet pour le coup étranger par rapport à la Turquie d'ailleurs, les deux, je pense qu'on pourrait parler de leur conflit avec l'Arménie et ensuite de la Grèce. Alors, oui, nous avons déjà fait une vidéo sur la Turquie. Oui. Alors, il se trouve... d'Erdogan. Alors, il se trouve que Recep Tayyip Erdogan est certainement un des hommes politiques qui a la plus grande envergure aujourd'hui. C'est un homme politique. En France, nous, on a eu Richelieu. Aujourd'hui, les Turcs ont Erdogan, après avoir eu Atatürk. Il est fier de la tradition impériale de son pays, il entend la rétablir, disons, en 2 mots. Et Erdogan, en fin politique, a très bien compris que les dirigeants occidentaux, aujourd'hui, étaient des gens affaiblis, des gens un ventre mou. Même Kadhafi, qui employait l'expression d'État croisé pour parler de l'Europe il y a 40 ans, n'avait pas vu aussi bien que Erdogan, qui là voit bien que c'est pas du tout un État croisé. C'est un boulevard désert. C'est un boulevard d'invasion qui permet à l'Empire ottoman, qui s'appelle la République turque, aujourd'hui de prendre la revanche de l'échec des Ottomans, commencé à Karlovitz en 1693 et puis terminé en 1919, lorsque les flottes françaises et anglaises, britanniques, mouillaient dans la route du Bosphore. Et il a très bien compris que
les Occidentaux ne vont pas l'arrêter de sitôt, donc il avance. Donc il avance. Alors, il continue à envoyer des migrants, donc autrement dit des envahisseurs en Europe à partir des côtes anatoliennes, vers les îles grecques qui sont à quelques encablures des côtes anatoliennes. En même temps, il en profite pour faire des prospections gazières en Méditerranée, sachant très bien que, bon, étant membre de l'OTAN, ce n'est pas demain que, disons, ses alliés, sur le papier au moins, vont couler ses navires et puis lui envoyer ne serait-ce qu'une bombe tactique sur Ankara ou sur une autre ville turque. Et bien, il avance ses pions. Alors là, je vais quand même dire une chose, c'est que Erdogan n'a pas tout à fait tort. Il y a quand même des traités qui sont anciens. La Turquie, puisqu'elle est là, elle a droit à exister, et on doit éventuellement discuter avec elle pour lui donner des parts de possibilités d'exploitation gazière et autres. Bon, aujourd'hui, vu les attaques qu'elle mène, ce genre de discussion est malvenue. Oui, on peut les suspendre. Mais sur le fond, il y a matière à discuter. Là, c'est que maintenant, ils nous envoient ces djihadistes. Donc, alors, maintenant, les choses vont beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il attaque un pays chrétien qui s'appelle l'Arménie, à travers des djihadistes syriens, enfin d'origine syrienne ou venant de Syrie, qu'il a fait venir en Azerbaïdjan et qui attaque l'enclave du Karabakh. Alors qu'est-ce que c'est que le Karabakh dans le Caucase? C'est tout simplement un pays, un district, peuplé d'Arméniens, et qui, à l'époque de Staline, avait été donné à l'État azéri, c'est-à-dire aux Turcs azéris, donc un État musulman sur le fond. Staline était coutumier du fait, quand il a créé, puisque c'est lui qui l'a fait, les frontières internes de l'URSS, il s'est arrangé à mettre de fortes minorités étrangères à l'État qu'il constituait pour créer des sources de troubles interethniques et lui permettre éventuellement d'intervenir. Autrement dit, le Karabakh, qui était une terre arménienne, historiquement arménienne, a été donné à l'Azerbaïdjan avec un statut d'autonomie comme les soviétiques savaient le faire. Mais en 1991, alors à la suite de pogroms azéris contre les Arméniens qui vivaient à Bakou qui est la capitale de l'Azerbaïdjan sur les bords de la mer Caspienne, les Arméniens, pour défendre leurs frères du Karabakh, leurs nationaux du Karabakh, ont préventivement occupé le Karabakh et étendu leur mainmise sur des territoires connexes au Karabakh en chassant les Azéris. Il s'est constitué une ligne de cessez-le-feu à cet endroit et depuis il y a des combats sporadiques chaque année ou presque. Mais la situation était restée à peu près calme jusque-là, les discussions de paix qui avaient été engagées depuis longtemps n'ayant jamais abouti. Et là, depuis début octobre, il y a une offensive de l'armée azérie, renforcée par des mercenaires syriens, armés par les Turcs, envoyés par les Turcs qui ont transité à travers la Turquie pour attaquer donc ce Karabakh et en chasser les habitants arméniens. Alors il faut savoir que le conflit entre l'Arménie et la Turquie est un conflit pluricentenaire. Il y a le fameux dit génocide des Arméniens. Alors génocide des Arméniens, là encore, on peut parler que les Turcs à l'époque n'avaient pas tant l'idée de les génocider que de les mettre hors d'état de nuire. C'était une autre mentalité. Ils les ont déplacés et puis ils sont morts de faim en cours de route à cause de très mauvais traitements, engagés d'ailleurs par leurs gardiens kurdes. Si bien qu'aujourd'hui, quand on voit les Kurdes qui sont défendus par certains chrétiens, j'avoue que ça me laisse pantois. assez dubitatif, ça me laisse pantois, mais enfin, bon.
Et ce conflit, s'est terminé par la création d'une petite Arménie, on pourrait dire une Arménie qui représente le 5e de l'Arménie historique, qui est centrée sur la haute vallée de l'Araxe, qui est un fleuve qui se jette dans la mer Caspienne, centrée aussi autour de la Rome arménienne, qui est le Catholicos d'Echmiazdin, à côté d'Erevan. C'est là où réside le chef de l'église arménienne. Et cette petite Arménie est un endroit stratégique dans la mesure où, à la suite des guerres de 1919-1920, les corps francs d'Antranik, qui était un nationaliste arménien, ont réussi à préserver des Turcs un petit territoire qu'on appelle le Zengezur, qui s'étend sur, je crois, 100 km de long ou plus, mais qui est large de 25 à 30 km et qui sépare l'Azerbaïdjan, deux territoires de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire le Nakhitchevan qui est adossé à la Turquie et le territoire de l'Azerbaïdjan proprement dit. Et on comprend très bien les Azéris et les Turcs qui voudraient aussi s'emparer de ce Zengezur pour réunir les deux parties et établir la continuité du monde turc entre le Bosphore et l'Asie centrale. C'est un point extrêmement important dont on ne parle pas pour le moment, mais qui, à mon avis, doit être tout à fait dans le collimateur et dans l'esprit d'Erdogan et de son entourage. En attendant, pour le moment, Erdogan a dit qu'il soutenait clairement l'offensive azerbaïdjanaise, tandis que Poutine, qui normalement est plutôt le soutien des Arméniens, reste dans l'attentisme. Alors, jusqu'à quand ? La seule chose qu'il faut savoir, c'est que la Russie, elle a toujours été la puissance dominante dans le Caucase depuis plus de 2 siècles et demi. Et jusqu'à présent, la Russie avait fourni des armes, du matériel militaire, tant à l'Azerbaïdjan qu'à l'Arménie. Alors il y a une politique d'équilibre que tente de maintenir la Russie. On ne sait pas comment elle va réagir, mais il est clair que dans la situation actuelle, c'est un conflit entre monde chrétien et monde musulman, et tout Européen conséquent doit soutenir l'Arménie. Et on peut faire plus confiance à la Russie pour le défendre que l'Union européenne. Ah, de toute façon, concernant la Grèce d'ailleurs. Si quelqu'un doit défendre la Grèce, si quelqu'un doit défendre l'Arménie, à mon avis, ça viendra beaucoup plus des Russes que de l'Union européenne. L'Union européenne qui parle, qui gesticule, mais qui ne fait rien. D'ailleurs, Erdogan le sait très bien. Et on peut très bien dire que Erdogan a, si l'on peut dire, un moyen de pression sur les peuples d'Europe, sur l'Europe, c'est toute la diaspora turque qui vient en Europe. Notamment en Allemagne. Mais vous en avez aussi en France, 1,2 million. Erdogan, d'ailleurs, se sent comme chez lui en France et en Allemagne, puisque lorsqu'il y a des élections, ce chef de gouvernement, ce chef d'État, vient tenir des meetings politiques, aussi bien en Allemagne qu'en France, comme s'il était chez lui, et nos gouvernants n'ont même pas le courage de lui dire restez chez vous, quoi. Restez chez vous. Si à la limite ils veulent faire, il envoie des acolytes, mais c'est pas lui-même qui va se déplacer. Voilà. Donc Erdogan a très bien compris qu'il avait affaire à, chez nous, je vais employer le terme de zozo, de bon à rien, de locteux. Il faut employer des termes, on dira c'est pas poli, non, il faut employer des termes qui signifient des choses, et il sait très bien que demain, si jamais l'Europe, ce qu'elle devrait faire d'ailleurs, bougeait contre la Turquie, tenir un discours de force en lui disant bon maintenant ça suffit, vous arrêtez, lui il leur dit mais attention, j'ai mes Turcs qui vont bouger, et il est à peu près sûr, ça je le sais assez bien, que de nombreux Turcs parmi la diaspora turque vivant en Allemagne et en Europe ne manquera pas de se révolter et de provoquer des troubles dans nos pays. Alors, les dirigeants actuels qui n'en peuvent plus mettre des problèmes, qui ont le Covid sur le dos,
qui ne savent plus comment traiter leur inconséquence, n'ont peut-être pas envie de voir la révolte des Turcs. Mais comme disait Churchill, entre le déshonneur et... vous avez le déshonneur et la guerre à choisir, mais si vous choisissez le déshonneur, vous aurez quand même la guerre. Oui, c'est vrai. De toute façon, il crée cette situation, donc si elle s'aggrave, donc si un moment ou un quand on autre, a avoir peur, ça éclate quand même. c'est reculer pour mieux sauter. Voilà. Et donc, pour le moment, c'est Erdogan qui a la main et qui en profite. Et en tant qu'Européen, je trouve ça scandaleux, mais si j'étais turc, j'agirais comme Erdogan. Et oui. Ouais, c'est ça le discours. Il nous faudrait un Erdogan européen, quoi, en quelque sorte. Il nous faudrait, disons non, il nous faudra un Richelieu. Oui. Il faudra un Richelieu. Pour rester français. C'est ça. Nous voulons rester français. Nous voulons rester français, oui, du nord à la Méditerranée. et de l'océan aux Pyrénées. C'est ça. Et au dernier sujet, on pourrait traiter de ces 80 années de déchéance pour revenir à la France et faire un bref historique. Donc entre 1940 et 2020, hormis l'intermède de Vichy, qui est un peu une rupture assez temporaire. Alors je n'aime pas qu'on parle de Vichy. Oui. Vichy, ça me fait penser aux pastilles et aux cures. Vous me direz. L'État français du maréchal Pétain. L'État français du maréchal Pétain, oui. Alors, le malheur de cet État français, c'est qu'il est né de la défaite d'une défaite de la France et qu'il s'est institué dans un pays abaissé et occupé à moitié. Mais il est vrai que la France, depuis 1940, est un pays occupé. Elle a été occupée par l'Allemagne pendant 4 ans, 5 ans. Et puis depuis, elle est occupée par... les Américains. Par les Américains, mais les Américains encore, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les Américains eux-mêmes sont occupés par les cercles mondialistes de Wall Street et aussi par les cercles du judaïsme politique. D'ailleurs, les néoconservateurs chez eux. Oui, d'ailleurs, Joe Biden, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais Joe Biden, l'actuel candidat anti-Trump, avait déclaré dans un discours en 2013 que les États-Unis, en quelque sorte, devaient tout aux Juifs. Bon, donc c'est un aveu. Il y va fort. Ça, voilà. Oui, mais même qu'il y a des Juifs qui lui ont dit, ça suffit, quoi. Doucement, attention. Doucement quand même. Non. Mais donc la France est un pays donc occupé. La France ne s'est jamais remise de la défaite de 1940. Pire encore, en 1944-1945, que s'est-il passé? On a continué à monter artificiellement les Français les uns contre les autres, tout simplement parce qu'un certain De Gaulle-Charles avait besoin, pour asseoir sa légitimité, de diaboliser l'État français et Maréchal Pétain, d'où ce manichéisme qui a conduit à une épuration féroce, qui est une sorte d'actualisation de la Révolution française de 1792-93. Il y avait le livre noir de l'épuration, publié par Coston, oui. Une petite plaquette qui retraçait un peu les crimes horribles. Et ensuite, nonobstant ce massacre de ceux qui comptaient quand même parmi les meilleurs des Français, sont revenus au pouvoir les faillis de 1940. C'est quand même étonnant que des gens comme Léon Blum, qui ont été chefs du gouvernement en 36, 37 et 38, d'autres personnes comme Daladier, qui, par leurs atermoiements et leur faiblesse, avaient conduit à une déclaration de guerre en 40 qui aurait pu être évitée, sont revenus au pouvoir après 1945. Quand on regarde ensuite, la France, alors elle s'est certes développée industriellement, elle est devenue une puissance économique importante, mais en reprenant en grande partie les plans qui avaient été mis en place par l'État français, par les technocrates de l'État français. Mais ensuite, la France a perdu tout son empire. La France s'est laissée envahir. Plus encore, depuis les années 80, la France, le gouvernement de leur République a laissé détruire notre industrie. L'industrie française qui, dans les années 80, représentait 24% du PIB, en est plus aujourd'hui qu'entre 9 et 10% dans les cas les plus optimistes.
Et l'affaire n'est pas terminée. Aujourd'hui, nous avons des sociétés qui continuent à être vendues, bradées, liquidées à l'étranger. Cela fait des milliers d'emplois qui disparaissent, des milliards de chiffres d'affaires qui disparaissent, un savoir-faire qui risque de disparaître et qui est même d'ores et déjà disparu de manière irrémédiable. Depuis 1940, vous avez vu l'invasion migratoire qui s'est développée chez nous. Et aujourd'hui, la France est un pays qui finalement est sous la coupe de l'Allemagne du point de vue économique, est un pays qui a en grande partie perdu son indépendance, qui n'est plus maître de sa monnaie, qui n'est plus maître de son économie, et qui, plus encore avec le régime que nous avons, est un régime, comme je le répète à satiété, mais il faut le redire, mais un régime qui ne cesse de cracher sur la France et sur son histoire. Comment pouvez-vous dire que le bilan de ce régime réinstauré depuis 1945 est positif pour la France? Vous avez eu cette histoire de l'Algérie, qui est une tâche sur la France, dans la mesure où finalement De Gaulle, comme à son habitude, a mené une politique de trahison, une politique de parjure. Vive l'Algérie française, en réalité, 3 ans après, il lâchait l'Algérie. Pierre Sidos, dont nous avons parlé tout à l'heure, me disait toujours il y avait 36 manières de traiter le problème algérien de manière honnête et dans l'honneur. De Gaulle a choisi la 37e solution, c'est-à-dire la plus mauvaise. L'abandon. L'abandon. Et il était clair que si nous abandonnions l'Algérie, que nous ne lui donnions pas les moyens de se développer par elle-même, eh bien, tout simplement, elle sombrerait dans le chaos, dans la difficulté, et que nombre d'Algériens viendraient chez nous. Et effectivement, nous n'avons pas voulu l'Algérie française, et comme le disent certains, ben, vous aurez la France algérienne. Mais ce n'est qu'un aspect du problème. Ce n'est qu'un aspect du problème. Le fond, c'est que le régime que nous avons aujourd'hui ne cesse de dénigrer notre histoire, ne cesse de renier la meilleure part de la France et continue à maintenir cette fiction que ceux qui ont suivi le maréchal Pétain en 1940 étaient des traîtres à la France. Il faut dire que De Gaulle, même dans ses mémoires, dit que la résistance est un bluff qui a réussi, et lorsque l'on regarde durant la guerre de 40, enfin entre 40 et 44, un plus grand nombre de Français étaient pour soutenir le régime de l'État français, qui est arrivé au pouvoir de la manière la plus légale qui soit, quoi qu'on en dise, plutôt que du côté du général Micron. Donc, 80 ans d'histoire, c'est 80 ans de déchéance pour la France. Malheureusement, ce sont 80 ans de déchéance, et nous voyons aujourd'hui où nous en sommes. Un pays affaibli économiquement, un pays démographiquement envahi, un pays qui n'a plus de monnaie, un pays qui voit son industrie disparaître, un pays dont les dirigeants crachent sur son histoire. Voilà le bilan de 80 ans depuis l'armistice de 1940. Les choses parlent d'elles-mêmes. Le bilan n'est pas très bon, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, De Gaulle à Macron. Voilà. Alors la seule chose, c'est que ce régime qui repose sur des fondements antinaturels repose sur des bases extrêmement fragiles et creuse lui-même son propre tombeau. Son propre tombeau. Alors il appartient à ceux qui aujourd'hui apparaissent seulement des petits restes, mais comme nous autres, eh bien de s'organiser, de se former, même avec le peu de moyens dont nous disposons, pour permettre à la France éternelle de retrouver la voie de son destin, de sa grandeur. Très bien. Merci à vous pour le traitement de ces 7 sujets au final. Hein. Et vous pouvez peut-être terminer en recommandant la lecture et l'abonnement, la revue Militant. Alors, la revue Militant qui paraît à la fin de chaque mois, est une revue que vous pouvez vous y abonner pour un abonnement normal de 59 €.
un abonnement renforcé de 80 €. Vous pouvez aussi faire un essai à 25 €, renouvelable une fois pour 6 mois. Et vous pouvez aussi demander un exemplaire de démonstration en écrivant à la revue Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris CEDEX 10. Et pour les abonnements, vous pouvez aller sur le site Militant. Vous avez un site de paiement en ligne à travers PayPal. Voilà. Nous avons besoin effectivement de revues papier. Les vidéos sont une chose pour nous faire connaître, sont un vecteur médiatique important pour nous faire diffuser. Pour diffuser quelques rudiments. Mais les écrits sont de la plus grande importance. Sans les écrits, rien de durable ne peut être fait. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et puis, oui, pour que la revue puisse se maintenir, elle qui a quand même plus d'un demi-siècle. La revue tient depuis plus d'un demi-siècle. Les écrits ont toujours des difficultés à se maintenir, surtout de nos jours, mais Militant tient contre vents et marées, et elle tiendra d'autant mieux que les Français non reniés, les nationalistes, viendront la soutenir en s'y abonnant, en la lisant, en la faisant connaître. C'est un devoir de maintenir la flamme. Voilà. Merci à vous, monsieur Grandillon. Merci Florian. Et au mois prochain. Et au mois prochain.